Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, je voulais vous remercier car on vient de passer les 4000 abonnés, donc je trouve ça énorme, c'est vraiment quelque chose de génial, ça prend beaucoup de vitesse et je suis vraiment très heureux, je vous remercie pour cela. Alors à cette occasion, j'ai pris le temps de récupérer un maximum de questions que vous m'avez posées, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur mon blog ou par email. Et donc j'ai recensé les questions les plus importantes pour pouvoir vous y répondre à travers cette vidéo. Donc première question, faut-il faire soi-même ses propres mélanges de peinture acrylique ou faut-il acheter des peintures toutes faites? Alors, beaucoup de personnes procèdent différemment. Moi je vais vous expliquer dans mon cas, dans le cadre de ma pratique de la peinture acrylique et de la peinture abstraite. Donc moi, effectivement, idéalement, je vous ai toujours recommandé de faire vos propres mélanges, d'avoir vos 3 couleurs primaires et à partir de ces 3 couleurs, de faire des mélanges pour obtenir toutes les couleurs que vous souhaitez. Alors si d'ailleurs vous êtes intéressé, j'ai fait une vidéo sur le sujet qui vous montre, je vous mets le lien ici, qui vous montre comment faire vous-même vos propres mélanges et comprendre un peu le principe du mélange en peinture acrylique. Alors moi, dans mon cas, comme vous avez pu le voir, j'ai tout un ensemble de couleurs. En fait, j'ai la quasi-totalité de la gamme chromatique dans différentes marques de peinture acrylique. Donc c'est très facile à trouver, je trouve que c'est beaucoup plus simple d'avoir toutes les couleurs sous le coude. Mais effectivement, en termes de budget, moi, c'est pas forcément abordable. Il est peut-être plus évident et plus simple au départ de partir sur les 3 couleurs primaires, parce que vous pouvez trouver des packs avec vos 3 couleurs primaires, accompagnés aussi de noir et de blanc. Et donc en utilisant des packs comme ça, des packs d'études, c'est pas du tout onéreux et ça vous permet de faire vous-même vos propres mélanges. Alors les propres mélanges, c'est quelque chose que vous devez maîtriser en tout cas au moins pour comprendre les différentes couleurs et pour comprendre l'ordre chromatique. Après, il est vrai que moi je trouve qu'il est quand même plus pratique d'avoir toutes les couleurs. Donc moi j'ai toutes les couleurs classées dans un ordre chromatique. Et je vais tout simplement aller piocher la couleur dont j'ai besoin. Mais après, par contre, alors attention, ça n'enlève clairement pas le fait que je fais quand même mes mélanges. C'est-à-dire que je peux très bien avoir, si par exemple j'ai un rouge carmin et que j'ai envie de le faire tendre vers un rouge un peu plus foncé ou presque bordeaux, et ben je vais faire moi-même mon mélange en rajoutant un tout petit peu de bleu, ou voilà. Donc, effectivement, il est intéressant, moi mon conseil c'est d'avoir un maximum de couleurs, mais vous devez également, en partant de ces couleurs, faire vos petits mélanges pour déjà avoir une teinte par exemple qui sera entre 2 tubes et aussi pour pouvoir saturer, désaturer, parce qu'effectivement la saturation, par exemple, c'est quelque chose de très important si vous voulez avoir une teinte qui correspond vraiment à vos attentes. Donc voilà, moi ce que je vous recommande c'est peut-être d'utiliser les deux, enfin en tout cas d'avoir une gamme assez large de tubes et de faire vos petits mélanges. Sous réserve que vous avez de la place, que vous pouvez stocker vos tubes et que vous avez un minimum de budget. Après, pour ce qui est de la peinture, comme je vous l'ai dit, vous pouvez prendre de la peinture d'étude, c'est très très bien, vous avez des bons indices d'opacité. Donc aujourd'hui, une peinture d'étude fait très bien le travail, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d'acheter toute une gamme de tubes de peinture extra fine, parce que ça risque de vous décourager après dans votre pratique en termes de budget, ça va être quelque chose d'assez onéreux. Deuxième question, le gesso est-il indispensable et quelle est sa réelle fonction? Alors le gesso, vous êtes beaucoup à me demander. Le gesso, c'est en fait un enduit, qu'on appelle aussi un apprêt, un enduit qu'on va utiliser en fait en sous-couche. La plupart du temps, on l'utilise en sous-couche pour pouvoir peindre dans de bonnes conditions. Il est censé préparer votre support, le rendre bien lisse et le rendre imperméable pour pouvoir après appliquer votre peinture acrylique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans la plupart des cas, et je sais que c'est votre cas également, enfin pour la plupart en tout cas, vous allez peindre sur toile. Et ce qu'il faut savoir, et c'est important parce que pas tout le monde ne le sait, c'est que quand vous achetez une toile, 9 fois sur 10, même la plupart du temps, oui, vos toiles sont déjà apprêtées. Vérifiez ça sur vos emballages. Et en fait, une toile qui est apprêtée, c'est qu'elle a déjà un enduit, donc qui peut être très fin, mais elles sont déjà prêtes, elles ont déjà une sorte d'enduit qui peut être la plupart du temps du gesso, elles ont déjà été apprêtées, et donc en fait vous pouvez peindre directement dessus. Vos toiles sont prêtes. Après, effectivement, par souci de finition, vous voulez peut-être gommer le grain, la texture que vous avez qui est en fait tout simplement la toile. Vous avez plein de petits points qui sont dus au croisement des différentes fibres de la toile, de votre toile. Et effectivement, quand on peint dessus, des fois, il peut arriver que ce grain ressorte.
en fonction de comment vous allez utiliser votre peinture. Et certains veulent un résultat très lisse. Donc si c'est le cas, vous utilisez du gesso, vous mettez plusieurs couches. Une première couche, que vous laissez bien sécher au moins une bonne demi-journée. Vous allez, après le poncer, avec un papier de verre très fin, et vous pouvez remettre autant de couches de gesso que vous voulez, en fonction du résultat escompté finalement. Alors ça, c'est pour ce qui est de la toile. Par contre, très important, effectivement, si vous travaillez sur d'autres supports, comme la céramique, du bois, des métaux, enfin n'importe quel type de support finalement, là il sera indispensable d'utiliser du gesso afin d'être certain que votre peinture va bien épouser le support en fait, et que celle-ci sera bien adhérente, imperméable, etc. Donc si c'est le cas et que vous n'utilisez pas de la toile, par contre là oui, je vous recommande systématiquement d'utiliser du gesso. Après, une autre question extrêmement récurrente, vous voulez savoir à quel moment votre tableau est fini. Vous êtes beaucoup à me demander comment, en fait, au sein d'une réalisation, vous êtes en train de peindre, vous allez plus loin, toujours plus loin, etc., etc. Et puis il arrive un stade où vous ne savez plus quand vous arrêtez, vous allez trop loin et vous gâchez votre travail. Et là, effectivement, c'est délicat. Finalement, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas de vraie solution. Et surtout en peinture abstraite, ça va être votre aptitude à juger que votre toile est aboutie et finie. Et finalement, vous êtes le seul à avoir cette réponse. C'est votre œuvre, c'est votre création. Et pendant que vous avancez au sein de votre travail, vous allez faire évoluer votre toile. Et c'est à vous de faire des pauses, de prendre du recul. Je vous le dis toujours dans tous mes cours. Vous prenez du recul, vous arrêtez. Vous reculez dans les deux sens du terme. C'est-à-dire que déjà vous arrêtez de peindre, ça vous permet d'avoir une vue globale sur le tableau. Et vous prenez du recul aussi physiquement, c'est-à-dire reculer de votre toile au maximum pour arriver finalement à avoir une vision d'ensemble de votre tableau. Et cette petite pause, ce moment en fait où vous allez contempler votre travail, c'est là que vous allez voir si déjà, et d'un, il y a des défauts, et si de deux, vous avez peut-être assez nourri votre toile et que vous jugez que votre tableau est fini. Donc plutôt que d'aller très vite et de continuer votre toile sans vous arrêter, sans savoir forcément où vous allez, respectez ces temps de pause, sans forcément tout de suite vous braquer, vous frustrer sur le fait que la peinture acrylique sèche vite, quelques secondes ne changera rien. Vous pouvez très bien reculer, regarder, moi je le fais tout le temps, plusieurs fois. Je peins, c'est même très important, et c'est comme ça que j'arrive à faire certains tableaux que j'aurais pu sûrement ne pas arriver à réaliser. Donc je prends du temps, je commence, hop, je prends du recul, je regarde, je me dis ah tiens à gauche c'est pas assez équilibré, je vois qu'il y a beaucoup plus de matière à droite, il manque un élément, c'est pas cohérent. Voilà, je continue tout le temps mon travail de cette façon-là. Je recule, je prends du temps, etc. Et vous allez voir que par la pratique, et en utilisant ce genre de technique, vous allez rapidement arriver à comprendre quand vous arrêtez. Après, la deuxième chose, c'est qu'effectivement, il faut de la pratique. Donc, il est évident, c'est comme pour tout dans la vie, peindre un tableau abstrait, ça s'improvise pas, vous allez acquérir de l'expérience en avançant, en pratiquant. Moi, il est clair que mes premiers tableaux, j'avais beaucoup de mal à les équilibrer, je ne savais pas forcément où j'allais et c'était compliqué. Maintenant que je sais comment maîtriser un peu plus ma peinture acrylique et que je sais vers quoi je veux tendre, et par la pratique, par le nombre de tableaux que j'ai pu réaliser, je sais à quel moment m'arrêter, ou pas, ça reste parfois un peu délicat, surtout quand vous êtes beaucoup à m'en parler, quand vous faites des projections, si vous faites des projections par-dessus votre toile, la première projection, elle peut être sympa, et vous dites « Ah, je vais continuer, ça fait quelque chose de sympa », vous en remettez 2, 3, 4, et puis on voit plus rien. Vous avez gâché toutes vos précédentes couches de peinture. Donc quand c'est comme ça, faites attention, pratiquez. Si vous n'êtes pas sûr, il vaut mieux s'arrêter. Si vous vous dites « Ah, là ça me paraît pas mal, je suis pas sûr de ce que je veux faire après », arrêtez-vous. Vous pouvez juger que votre tableau est fini. Alors oui, vous voyez, c'est délicat comme sujet, je ne peux pas vous apporter une vraie réponse, mais ce que je peux vous conseiller en tout cas, c'est qu'en pratiquant, en faisant des pauses régulières, en prenant du recul sur votre tableau, vous allez voir que vous allez vous-même savoir quand il faut vous arrêter. Autre question, étrangement, qui est très récurrente, mais que je peux comprendre, vous êtes beaucoup à me demander comment avoir le courage de se lancer et de passer la frustration du gaspillage de matériel, de peinture. Parce qu'effectivement, ça peut être un frein. Par manque de confiance et de maîtrise au départ, on a envie de se lancer et on se dit j'ai acheté qu'un châssis, j'ai pas beaucoup de peinture, je vais sûrement rater mon tableau, donc
Bah non, du coup j'ai pas envie de le faire, j'attends d'être plus sûr de moi. Alors le problème c'est que c'est un cercle vicieux. Si vous n'arrivez pas à avoir un minimum confiance en vous, si vous ne faites pas le premier pas et que vous vous lancez pas, vous n'allez pas évoluer. Vous n'allez pas forcément pouvoir comprendre comment fonctionne le matériel, vous n'allez pas arriver à expérimenter, et pourtant c'est une étape qui est absolument primordiale. Vous devez absolument vous enlever de la tête, et c'est une réalité, je suis désolé, je suis honnête, que votre premier tableau sera un chef-d'œuvre. Ça n'existe pas, à moins d'avoir extrêmement de chance, mais je n'y crois pas. Moi, ce que je vous recommande, c'est, si vous avez envie de vous lancer, c'est qu'il y a un début de passion, c'est qu'il y a une envie. Servez-vous de cette envie pour vous lancer. Vous vous dites, le matériel, bon bah tant pis. La seule chose qui peut vous réconforter, c'est d'acheter du matériel pour un petit budget, à acheter du matériel qui n'est pas onéreux. Et ça, vous en avez énormément aujourd'hui, des toiles bon marché, vous en avez à quelques euros. Des packs de peinture, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec les couleurs primaires, du noir et du blanc, pour moins de 10 euros. Quelques pinceaux espalter, ou même juste un spalter et un petit pinceau par exemple. Ben voilà, ça vous suit. C'est largement suffisant pour commencer. Déjà, c'est rassurant. Si vous n'avez pas mis un gros budget dans votre peinture, ça va moins être un frein et vous allez vous lancer. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai fait. Donc voilà, même si vous pensez, si effectivement votre première toile n'est pas vraiment aboutie et que vous avez envie de vous servir de ce même matériel, de votre même toile pour recommencer, c'est tout à fait possible. Il suffit de laisser sécher votre tableau, la peinture acrylique sèche très vite, vous laissez sécher votre tableau que vous estimez raté, et vous pouvez repeindre par-dessus. Donc il est intéressant d'avoir un pot de gesso par exemple pour ça. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un pot de gesso c'est moins de 10 euros. Et vous avez 1 litre de gesso en théorie pour à peu près 9 euros. Même moins parfois. Bah, vous mettez un peu de gesso par-dessus, ça vous permet d'avoir une toile parfaitement blanche, vous laissez sécher votre gesso, puis vous recommencez sur la même toile. Moi je l'ai souvent fait à mes débuts. Ça m'a permis de recommencer plusieurs fois sur un même tableau, etc., etc., et de m'entraîner. Et honnêtement, les packs de peinture, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est des gros tubes, donc vous avez moyen de faire beaucoup de mélanges, d'utiliser pas mal de matière, et effectivement, vous allez voir au début qu'il y a un peu cet aspect de gaspillage, que vous n'allez pas arriver à doser les bonnes quantités de peinture, etc. Mais je juge qu'il est important de passer par ces étapes pour arriver à comprendre en faisant des erreurs, et c'est toujours mon leitmotiv, c'est ce que je vous dis tout le temps, c'est en faisant des erreurs que vous allez apprendre. Faites des erreurs. Par exemple, c'est ce que je dis dans mon livre, c'est que c'est en faisant des erreurs que vous allez évoluer et ces erreurs vont devenir des bonnes erreurs. C'est comme ça que j'ai appris de la plupart de mes techniques. C'est en faisant des erreurs, des choses que je ne voulais pas faire. Donc je peux que vous recommander une chose, c'est lancez-vous. Enlevez cette frustration de la peur du gaspillage ou autre, elle ne va pas vous aider. Il y aura peut-être un peu de gaspillage, mais sûrement beaucoup moins que vous pouvez le penser. Ça, voilà. Donc allez-y, lancez-vous, achetez pour quelques euros votre premier matériel et expérimentez. Et après, avec le temps, avec un certain nombre de toiles que vous allez faire, vous verrez que vous aurez appris et que ça vous permettra d'évoluer. Et si en tout cas c'est votre objectif de vous épanouir dans la peinture abstraite, il est indispensable de passer par cette étape. Alors une autre question, comment se remotiver ou se motiver donc pour quand on fait de la peinture et qu'on est tout seul? Parce que finalement c'est souvent ce qui arrive. L'artiste est assez solitaire et ça se comprend parce que vous n'avez pas besoin forcément des autres pour avancer dans votre art. En tout cas, dans la théorie, oui. C'est-à-dire que vous allez être dans votre atelier ou dans votre pièce ou dans votre salon, vous allez peindre, 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 et généralement, il peut y avoir un manque de motivation dans le sens où vous allez être tout seul. On n'est pas sur des créations collectives, vous allez faire votre propre truc. Et effectivement, il peut arriver, je l'ai vécu aussi, d'avoir des petites phases de découragement, de démotivation. Parce qu'effectivement, en fonction de vos objectifs, il est parfois dur d'aller atteindre ces objectifs et vous êtes seul à le faire. Donc moi, ce que je peux vous recommander, c'est quand même de parler de ce que vous faites à vos amis, à votre famille, et aussi de vous encadrer, d'avoir autour de vous d'autres artistes. Ça peut paraître compliqué au départ, mais ça l'est beaucoup moins qu'on ne le croit. Comme je vous le dis souvent, faites des expos, allez-y, lancez-vous, il n'y a pas de moment, vous pouvez très bien, en étant débutant, commencer à faire des expositions, il n'y a aucun moyen, il y a aucun problème à ce niveau-là, il faut dédramatiser l'acte. Et bien le fait de faire des expositions, par exemple, vous allez rencontrer plein d'artistes, et vous allez pouvoir avoir des affinités avec des artistes qui en sont finalement au même niveau que vous, ou des affinités par rapport à votre style de peinture, par rapport aux techniques, par rapport à la localisation aussi. Ça peut très bien être un artiste qui n'habite pas très loin de chez vous. C'est important d'avoir au moins une personne avec qui vous pouvez échanger à ce niveau-là.
Alors pourquoi? Parce que vous allez vous comprendre, et d'un très important, vous allez vous motiver, vous allez pouvoir vous aider à avancer mutuellement, et c'est bien d'avoir, j'ai envie de dire, un copain de peinture, un ami de peinture. Moi j'ai la chance de connaître du coup plusieurs personnes, que ce soit certains d'entre vous ou d'autres artistes que je connaissais avant de me lancer dans l'aventure donc du blog et des vidéos sur YouTube. Mais du coup ça me permet des fois quand j'ai un petit coup de mou d'avoir un petit coup de boost quoi. C'est très important. Et ça permet aussi d'avoir cet esprit de challenge qui permet de dire ah bah tiens il a fait un super tableau, j'ai envie moi aussi d'être tout aussi bon. Vous voyez c'est très positif. C'est une compétition bienveillante en fait. Voilà. Donc moi je vous recommande vraiment de vous encadrer, effectivement de ne pas faire ça. Moi je suis très solitaire, je suis extrêmement solitaire et quand je fais quelque chose généralement j'aime bien le faire tout seul, surtout la peinture. Mais je me rends compte qu'en échangeant avec d'autres personnes sur ce que je fais et sur ce que font les autres artistes, déjà ça me permet de renforcer une vraie vie sociale sur mon activité de peinture et ça me permet de faire de super rencontres et de me booster plus que jamais. Donc voilà, voilà ma solution en tout cas pour la solitude quand on est artiste peintre. Alors une autre question, vous m'avez demandé s'il était possible en fait, dans le cadre d'expositions, pour les artistes qui sont un peu plus polyvalents, de à la fois faire une exposition où vous allez présenter des œuvres abstraites et des œuvres figuratives. Moi ma réponse est oui, et ma réponse est qu'il n'y a finalement pas vraiment de règle. Si vous êtes polyvalent et que vous accordez autant d'importance à l'art figuratif qu'à l'art abstrait, moi je ne vois aucune objection au fait que vous puissiez présenter les deux. C'est même une preuve de richesse, ça permet de montrer que vous avez un spectre large dans vos créations et que vous êtes très polyvalent. Après la seule chose, si vous faites une exposition avec beaucoup de toiles, moi, à mon avis, après c'est personnel, je pense qu'il faut quand même une cohérence dans vos œuvres. Donc par exemple une zone avec des œuvres figuratives et une autre avec des œuvres abstraites. Il faut que l'ensemble de vos tableaux, en fonction de l'ordre de consultation, enfin de la façon sont regardés vos tableaux, l'ordre de la visite, pardon, il est important d'avoir quand même une cohérence et que ça raconte une histoire. Donc vous pouvez soit regrouper vos œuvres figuratives et vos œuvres abstraites, ou alors faire un mélange qui est assez cohérent. Voilà, après il n'y a pas forcément de règles finalement. Il faut juste que ça soit une super expérience pour toutes les personnes qui vont venir voir votre travail et que ce soit voilà, quelque chose qui fonctionne tout simplement. Donc moi j'ai envie de vous dire, dédramatiser ce fait-là aussi, ne restez pas figé sur soit l'abstrait, le figuratif, vous pouvez très bien présenter les deux et d'ailleurs voilà, c'est une force. Alors, autre question, pensez-vous que sans aucune expérience artistique, il est possible d'atteindre un niveau suffisamment élevé pour pouvoir vivre de cet art? Oui, tout est possible. Après, ce qu'il faut savoir, moi c'est ce qui s'est passé pour moi, c'est que... Donc là, j'ai fait largement plus de 300 tableaux depuis que je suis professionnel. Et du coup, par force de création, d'expérimentation, j'ai appris. J'ai appris des choses, soit en les découvrant, soit des choses qu'on m'a fait découvrir, qu'on m'a aidé à découvrir, des conseils. Et donc forcément par la pratique, j'ai avancé. Et en termes de technique, je pense ne pas avoir le même niveau de technique aujourd'hui qu'à mes débuts. En tout cas, quand je suis commencé à devenir professionnel en 2013. Donc même sans apprendre, vous allez vous-même expérimenter. Et du coup, ça reste une forme d'apprentissage, c'est-à-dire que vous allez avoir un facteur d'évolution, vous allez évoluer sans forcément avoir fait les beaux-arts ou avoir appris. Donc, je ne pense pas que ce soit indispensable d'apprendre. Même si je veux aller plus loin, je ne vais pas me faire que des amis, mais regardez la plupart des grands artistes peintres. Bon, certains ont eu des mentors, ont appris effectivement avec d'autres grands peintres, mais beaucoup ont été autodidactes et n'ont jamais appris. Mais bon, qu'est-ce que veut dire l'apprentissage finalement? Parce qu'en expérimentant, on apprend des erreurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, et c'est une forme d'apprentissage. Donc voilà, après, on pourrait s'éterniser longtemps sur le sujet, mais en tout cas, je ne vois aucune objection au fait de pouvoir vivre et devenir artiste peintre professionnel sans avoir appris, on va dire de façon académique, la peinture. Alors, comment faire pour combiner un travail et une activité artistique comme la peinture abstraite? Question aussi récurrente. Vous êtes beaucoup à abandonner, à baisser les bras ou à ne pas vous lancer même.
car vous avez une activité professionnelle à côté de la peinture. Donc moi, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai commencé à devenir professionnel même, au niveau de la peinture, j'étais à plein temps au sein de mon autre activité, donc ma société de création de sites internet, et je peux vous dire que donc, en étant co-gérant, j'avais aussi énormément de travail. C'est quelque chose qui me prenait beaucoup de temps et je pouvais avoir de très très grosses semaines. Et ça ne m'a pas empêché de trouver du temps. Ça ne m'a pas empêché de trouver du temps et tout en continuant d'être totalement fonctionnel au sein donc, de ma société et tout en continuant d'avoir une vie sociale sans m'empêcher de voir ma famille, mes amis. Après, c'est qu'une question d'organisation. J'ai tellement toujours été passionné par la peinture que pour moi, après, par contre, le moindre moment, effectivement, était fait pour ça. Je prenais pas mon temps pour aller voir des films, des séries, faire du jeu vidéo ou je ne sais quoi. Donc effectivement, quand j'avais un petit temps pour moi, c'était la peinture. La peinture, la peinture, la peinture, en essayant d'optimiser la chose le mieux possible. Mais effectivement, j'avais plein d'idées, je voulais pas laisser partir ces idées et il était hors de question que je mette la peinture de côté. Donc je me suis toujours arrangé en peignant certains week-ends, en peignant le soir, parfois presque la nuit, très tôt le matin. Mais en fait, c'est même plus une question de contrainte de temps, c'est une question vraiment de motivation et de passion. Si vous êtes motivé, si vous êtes vraiment très motivé et extrêmement passionné, ça va tellement avoir de place psychologiquement que vous allez vous organiser à merveille pour trouver du temps. Vous allez le trouver le temps. Et après, effectivement, au fur et à mesure du temps, moi aujourd'hui, je travaille à mi-temps au sein de mon agence de création de site internet et j'ai la chance d'avoir le reste de mon temps effectivement pour me focaliser encore davantage et encore plus sérieusement dans ma peinture, dans ce que je fais pour vous, c'est-à-dire mes vidéos YouTube, mes cours en ligne, mon blog. Donc voilà, il y a toujours moyen de s'organiser. Mais croyez-moi qu'il y a une période où je faisais plus de 60 heures par semaine, où j'ai pu faire 60 heures par semaine, bon, parfois exceptionnellement, mais j'arrivais quand même à trouver un peu de temps pour faire mes tableaux, pour les envoyer à mes clients, faire les cartons, continuer à essayer d'être créatif. Donc c'était peut-être moins évident qu'aujourd'hui, mais la passion a fait que je me suis accroché et que ça fonctionne, enfin que vous pouvez très bien organiser votre temps. Mais voilà, on revient sur... pardon, je parle beaucoup. On revient sur ce mot, c'est vraiment l'organisation. Alors dernière question, un peu décalée avec tout ça. Vous me demandez, vous êtes beaucoup, moi je le vois énormément en exposition, ou même tout le temps dès que je montre mes tableaux, que ce soit sur internet ou autour de moi. Vous êtes beaucoup à me demander qu'est-ce qu'il faut voir dans un tableau abstrait. Et finalement cette question, elle m'étonne toujours autant. En fait, beaucoup ont envie de voir du figuratif, ont envie de reconnaître des formes, ont envie de voir des choses dans un tableau abstrait. Je trouve ça dommage. Je dis même souvent, je trouve ça tellement dommage et je me fais pas forcément que des amis en disant ça. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que psychologiquement, on est tous comme ça. On a envie, et c'est le cerveau qui fonctionne comme ça, on a envie de reconnaître tout de suite, et on a envie d'accrocher une image que l'on connaît à ce que l'on peut voir. Il faut tout de suite l'accrocher à quelque chose, à une étiquette. On a tout de suite envie de mettre une étiquette dessus. C'est humain. Mais pour l'abstrait, il faut tout simplement arriver à prendre du recul et en regardant un tableau, par exemple, moi je cherche à aucun moment à avoir une tête de dragon, à avoir un volcan, ou je ne sais quoi, comme vous me le dites souvent. Je cherche juste à créer de l'émotion par des formes, des couleurs. Justement, je veux pas qu'on y voit quelque chose. Ou alors après, ce que j'aime, c'est que chacun fasse son interprétation. Quelqu'un peut avoir un coup de cœur pour un tableau et se dire « Ah, je vois telle chose ou autre ». Son interprétation lui appartient. Mais moi, si on me demande quelle est l'idée, qu'est-ce que tu as voulu dessiner dedans, c'est un tableau abstrait. Donc effectivement, il y a une réflexion sur des formes, sur des couleurs, ça je peux l'expliquer. Mais à aucun moment je vais dire, bon là j'ai dessiné une tête de cheval qui est en train de sourire avec un chapeau sur la tête. Non. Si vous y voyez des choses, c'est une forme de hasard. Et c'est lié aussi à ce que je vous disais tout à l'heure, ce fameux travail d'interprétation que fait le cerveau. Donc essayez pas d'y voir des choses. Moi je pense qu'il est tellement... On est tellement plus libre quand justement on ne se met pas de barrière et qu'on n'est pas contraint à des choses qui existent. C'est pour ça que j'adore l'abstrait, c'est que c'est un univers sans bornes, sans frontières. Donc voilà pourquoi je voulais finir sur cette question, c'est que c'est cette puissance qu'il y a dans l'abstrait, le fait de pouvoir voyager, de pouvoir vraiment voyager dans l'inconnu sans forcément devoir
interpréter et mettre une étiquette sur une chose. Je veux juste qu'il y ait des émotions dans ce que je fais. Je veux qu'une forme, qu'une couleur, qu'un ensemble d'harmonies crée une émotion, mais ça s'arrête là. Je veux surtout pas qu'on y voit du figuratif. Voilà, pardon, excusez-moi, je me répète beaucoup. Donc bah écoutez, cette vidéo est finie. Je tiens encore vraiment à vous remercier très sincèrement pour les 4000 abonnés sur YouTube. Ça prend beaucoup de vitesse et du coup je suis presque gêné de voir que vous êtes de plus en plus à me regarder, et j'espère vraiment que mes vidéos vous apportent quelque chose, que ce soit mes vidéos ou mes articles. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anthony Chambaud, je suis artiste peintre et donc je vous propose chaque semaine des vidéos et des articles que j'écris sur mon blog. D'ailleurs, si vous souhaitez vous lancer en peinture abstraite ou si vous voulez voir quel matériel j'utilise pour la peinture abstraite, j'ai réalisé un e-book de 20 pages qui est gratuit à télécharger. Je vous mets le lien ici. Il suffit de cliquer et après vous pourrez recevoir automatiquement par email, instantanément, le e-book dans votre boîte mail. Voilà. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, je vous demande vraiment de cliquer sur le pouce bleu en dessous, le pouce levé, ça me ferait vraiment très plaisir. Si vous voulez recevoir les autres vidéos, vous pouvez vous abonner en cliquant abonner juste en dessous, et vous pouvez cliquer ensuite, une fois fait, sur la petite cloche qui est juste à côté de ce lien-là. Ça vous permettra de recevoir automatiquement en fait toutes les vidéos chaque semaine dès que j'envoie une vidéo. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.